Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la crise anglophone provoque un désastre économique sans précédent dans les régions anglophones. Le secteur agro-industriel est touché de plein cœur, en plein cœur, et des pertes économiques évaluées à des centaines de milliards de francs CFA, un trou fiscal énorme dans les recettes de l'État, mais aussi des activités commerciales qui sont touchées entre le Cameroun et le Nigeria. Vous suivrez dans ce journal l'évaluation du JICAM, les plaintes des commerçants installés à Douala, mais aussi la réalité de ces populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les évêques du Cameroun qui mettent la pression sur le gouvernement pour plus de transparence lors du scrutin présidentiel prévu le 7 octobre prochain. L'archevêque métropolitain de Douala, président de la conférence épiscopale, a révélé ce jour les différentes stratégies que l'Église catholique compte mettre en place pour garantir la transparence durant l'élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce désastre économique enregistré dans les régions anglophones, le secteur agro-industriel, celui de la distribution sont touchés de plein fouet. L'on note qu'il y a 6 000 emplois déjà détruits, des centaines de milliards de francs CFA de manque à gagner et un trou énorme dans les recettes fiscales de l'État. C'est en tout cas l'évaluation que fait le groupement interpatronal du Cameroun qui tire la sonnette d'alarme sur l'impact de cette crise anglophone sur d'autres secteurs de l'économie. Il s'exprime dans ce reportage signé Donald Brice Kamgan. Catastrophique. C'est ainsi que le groupement interpatronal du Cameroun qualifie les répercussions des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest sur l'économie nationale. En termes de manque à gagner, la facture se situe à plus de 269 milliards de francs CFA, d'après l'enquête de l'organisation patronale. Parmi les 6 secteurs enquêtés, celui de la grande distribution paie le prix lourd, près de 85 milliards de francs CFA de pertes. Il est suivi par la filière cacao-café, plus de 67 milliards de francs CFA. La production des 2 régions pèse 45% de la production nationale. Nous avons évalué essentiellement 2 catégories d'impact. L'impact sur les investissements, parce que les activités de sabotage, les incendies, les destructions, les actes de vandalisme, les vols et autres créent énormément des désastres sur le capital d'investissement des entreprises, le capital physique et même également sur le capital humain. Mais là, nous sommes concentrés à évaluer en termes financiers ce que ça coûte déjà aux entreprises en termes de destructions qui sont faites sur leurs investissements, sur leurs sites. Le tissu économique ainsi pratiquement rasé dans les 2 régions, ce sont aussi les caisses de l'État qui en prennent un coup. Du fait du manque à gagner pour les entreprises, l'État a mécaniquement perdu plus de 5 milliards de francs CFA de recettes fiscales, signale le JICAM. Il n'y a pas que cela. Lorsque les entreprises ne peuvent plus réaliser leurs activités, lorsque les employés sont mis à la porte également, il y va tous les taxes qui sont reliées notamment sur les salaires, tous les autres rubriques même d'imposition, les impôts indirects, tout cela, ce n'est plus payé, mais ça, évidemment, dans l'état actuel des choses, c'est un peu plus difficile à évaluer. Nous ne sommes pas allés jusqu'à ces niveaux. En termes d'emploi, le secteur agro-industriel est le plus touché sur les 6 434 emplois perdus pour près de 8 000 menacés. À savoir, cette enquête d'impact n'a été menée que dans le secteur de l'économie formelle. Elle est sur la table du gouvernement depuis le mois de juillet dernier. Au-delà de ces pertes économiques, ce sont les activités commerciales entre le Cameroun et le Nigeria qui en prennent un sérieux coup. À Douala, des commerçants déplorent la baisse drastique de leur chiffre d'affaires, notamment ceux qui s'approvisionnent du côté du Nigeria, mais aussi au marché Sandaga, le plus grand marché de vivres frais en Afrique centrale, qui lui aussi est touché par cette crise anglophone. C'est un reportage signé Mitterrandam et Julingue Nyongde. Ils sont nombreux ces commerçants qui ont perdu le sommeil depuis le début de la crise anglophone. La situation sécuritaire précaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a un impact sur leurs activités.
Un tour dans quelques espaces marchands de la ville de Douala, à savoir le marché Mbopi et le marché Sandaga, nous permet de se faire une idée du désarroi de ces commerçants. Ces derniers décrient leur mal-être et une baisse considérable du chiffre d'affaires. Vraiment, depuis la crise anglophone a commencé, au marché on ne va plus. Hein. Bon, depuis que la crise a commencé, comme les Lengui là-bas sont les villes mortes et bon, ils ne viennent plus faire des achats. Ça fait depuis, avant on fait des affaires au moins de 5 à 10 millions par jour. Maintenant, à peine on fait à peine 1 million la journée. C'est ça qui nous pénalise gravement. Oui, la crise anglophone, vraiment, ça a vraiment paralysé le marché. On avait souvent, les Lengui avaient souvent des activités jusqu'à, il n'y avait pas moyen de voir l'embouteillage là, mais vous voyez que c'est très sec, il n'y a rien. Au marché Sandaga, dans l'arrondissement de Douala 1er, c'est le même son de cloche. Que ce soit les commerçants grossistes ou détaillants de tomates, bananes, plantains, poivrons ou épices, tous sont unanimes. La crise ne leur permet plus de faire de bonnes affaires. C'est la zone où moi je partais payer les plantains avant de revenir ici vendre. Depuis ce moment que ça a commencé, j'ai arrêté d'aller là-bas. Je me débrouille de prendre un peu le plantain seulement au marché de nous des dos et je reviens ici vendre. Donc je ne fais plus la ligne de la poupée. Bon, ça joue beaucoup sur moi parce que je ne m'en sors pas quand je prends ici à deux. Alors quand je partais de ce côté-là, moi-même acheter avant de revenir ici, je m'en sortais. Nous sommes trop menacés parce qu'on a aussi des grossistes qui sont basés dans cette zone-là. Et les moyens de transport sont très difficiles maintenant, les déplacements. Donc on ne les trouve plus, on souffre vraiment de leur absence. La façon qu'on vendait avant, quand les gens quittaient Limbe et Bamenda à venir nous faire les achats ici, c'est déjà tout baissé. Parce qu'on avait les clients qui venaient là-bas. Un client pouvait acheter des choses de 15 000. On pouvait avoir peut-être 2 à 3 clients. Tout a baissé. Si quelqu'un était à 50 000 la journée, tu es à 10 000, 15 000, ça donne quoi? Ça ne donne rien. Ces commerçants désemparés croisent les doigts pour un retour à la normale et une relance de leurs activités. Sur la route d'Etoudi 2018, les têtes d'affiche de la coalition autour de Maurice Kamto sont connues. Albert Zangan et notamment Paul-Éric Kingé qui s'engage à soutenir le professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Et aux dernières nouvelles, Paul-Éric Kingé est le directeur de campagne du candidat du MRC à cette élection présidentielle. Le professeur Maurice Kamto qui a dévoilé l'engagement des organisations de la société civile et certains militants d'autres formations politiques à le conduire à la victoire lors du scrutin présidentiel prévu le 7 octobre prochain. Et Paul-Éric Kingé désigné directeur de campagne du professeur Maurice Kamto. Et à quelques semaines de cette élection présidentielle, le gouvernement est appelé à garantir un scrutin libre, transparent. Également, les Camerounais sont appelés à voter en leur âme et conscience. C'est en tout cas la recommandation de l'archevêque métropolitain de Douala, président de la conférence épiscopale. Il était face à la presse à Douala. Des précisions avec Jean-Paul Chouniat. À moins d'une vingtaine de jours de la présidentielle du 7 octobre, les prélats camerounais appellent les électeurs à voter en toute âme et conscience pour le candidat présentant une meilleure offre politique. Notre but n'est pas de désigner ou de dire voilà tel candidat, voilà tel candidat. Nous donnons les critères aux électeurs. C'est à eux, à partir de là, de choisir leur candidat. Dans leur lettre pastorale du 24 août dernier, les évêques du Cameroun dressent le profil type du candidat providentiel, à même de porter l'espoir et le rêve d'un changement. Nous proposons ces critères, entre autres, pour élire les candidats, des candidats capables de faire face à la crise socio-économico-politique que traverse notre pays. Des candidats décidés à donner confiance, tout aussi bien à notre peuple qu'à la communauté internationale en promouvant l'unité véritable. Par sa commission Justice et Paix, la conférence nationale épiscopale demande aux décideurs d'organiser une élection libre, transparente et sans fraude pour un résultat exprimant la volonté réelle d'un choix souverain du peuple. Du reste,
Le candidat élu devra surtout être capable d'apporter des solutions concrètes à la lutte contre la corruption, les inégalités et injustices sociales, le chômage des jeunes, l'amélioration des politiques de santé, d'éducation et de justice. Autant d'éclairages qui devraient guider le choix des électeurs. Et au cours de cette conférence, le président de la conférence épiscopale s'est également exprimé sur la situation sécuritaire et sociopolitique dans les régions anglophones. Je vous propose à ce sujet d'écouter Monseigneur Samuel Klida. Il est temps que les efforts des Camerounais soient conjugués pour pouvoir trouver une solution à cette crise. Pour ma part, je n'arrive pas à comprendre que nous ne puissions pas, ou le gouvernement ne puisse pas entreprendre un dialogue avec tout le monde pour se mettre d'accord pour une solution acceptée par tous. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ça, c'est ce que nous demandions, nous les évêques, depuis longtemps. Aller parler avec tout le monde, nous, en tant que Camerounais, nous asseoir et dialoguer, et la solution viendra de là. Dans le 3e arrondissement de Douala, des enfants éprouvent de sérieuses difficultés à accéder aux cours dans les écoles publiques situées principalement au lieu-dit Mbanga Pongo, l'état dans lequel se trouvent les écoles primaires et maternelles rend laborieux le travail des enseignants et complique la vie de ces jeunes apprenants. Vous allez le découvrir, des conditions intenables d'apprentissage et de formation de ces jeunes Camerounais. C'est dans ce reportage de Xavier Foucault et Warren Zede. Ces activités menées presque sereinement par ces tout-petits et leurs enseignantes de l'école maternelle de Mbanga Pongo, créée par arrêté du 10 août 2018, cachent toutes les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien sur le chemin de la quête du savoir. Nous n'avons pas de toilettes, les enfants ne peuvent pas jouer, ça c'est pas un endroit qui mérite les petits enfants. Pour le moment, quand ils ont besoin de se mettre à l'aise, nous on utilise les pots. Et on vince derrière, comme vous voyez. C'est l'intérieur de ce lieu de commerce qui leur sert de lieu de fréquentation. Acquis par le concours des autorités traditionnelles du coin, ce site exigu ne peut véritablement contribuer au développement psychomoteur de ces tout-petits. Quand c'est les activités de motricité, on sort, comme nous avons une petite cour là, on égaye les enfants le matin, après quand on entre, on travaille aussi à l'intérieur. Mais ils ne peuvent pas vraiment se sentir à l'aise. Ils ne peuvent pas vraiment se dégager comme... On n'a pas l'air de jeu pour les enfants. Ça compte aussi beaucoup sur l'éducation des petits-enfants de la maternelle. Parce qu'il y a une rigole qui n'est pas d'abord présentable devant l'école. On est obligé d'être toujours avec eux dans la salle de classe. Et la proximité de la route qui est aussi là. Que dire des différents coins utilisés dans toutes les activités telles que l'exige le curriculum de l'école maternelle? Les différents coins, nous on ne peut pas pour le moment. Pour le moment, on fait avec la salle de classe et les différents coins là, on ne peut que faire avec ce qu'on a sur la main. Il y a par exemple le coin repos que nous n'avons pas encore. Nous avons un coin poubelle, coin lecture. Nous ne pouvons pas créer avec la salle que nous avons. Vous-même, vous voyez que la salle est petite. À une centaine de mètres plus bas, c'est l'école publique de Mbanga Pongo, créée par arrêté du 31 juillet 2017. Il faut braver la broussaille et les mardeaux pour accéder à cette maison qui sert de lieu de fréquentation. Les difficultés rencontrées ici sont pratiquement identiques. Cette école a été créée en 2017. Il y a cette dame qui nous a vraiment été charitable, nous a offert sa maison qui abrite désormais l'école publique de Mbanga Pongo. Regardez devant vous, il y a de l'eau. Et c'est pour ces raisons que nous avons beaucoup de peine à évoluer. Et même la cour de récréation, il n'y a même pas. Les collègues et moi, nous faisons des efforts pour les maintenir, pour les contenir. L'absence de diverses commodités n'empêche pas les deux institutrices et le seul instituteur de cette école à se donner pour faciliter l'accès à la connaissance à ces élèves réunis dans des classes jumelées.
Que dire du paquet minimum? Il n'y a pas encore de paquet minimum. Nous mettons la main dans nos poches même pour pouvoir commencer l'école en attendant l'arrivée du paquet minimum. Vous savez que de nos jours, l'État crée et laisse la latitude aux parents de s'exercer d'abord. Je me dis que c'est ce qui a été fait. Pour le moment, l'État n'a encore rien fait. La population est en train de faire des efforts pour pouvoir construire l'école. Là, on devait le faire. Un tour sur le site permet d'apercevoir à l'œuvre une partie de l'équipe du comité de développement du quartier Mbanga Pongo qui a décidé de prendre la situation en main. Puisque quand on nous donne une lettre de création, que vous avez déjà l'école publique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous lançons avec les moyens de bord. Et entre-temps, nous, ici au quartier, avec tout le monde qui contribue, celui qui donne 200, 500, 1000 francs, comme vous voyez. Ainsi va l'école publique au quartier Mbanga Pongo. Les populations appellent à un appui des pouvoirs publics. Dans le département du Nkam, des populations également se plaignent de l'absence des infrastructures sociales afin de pouvoir contribuer à leur épanouissement. Elles sont engagées dans un litige foncier qui divise les populations de Dibong, localité située dans le Nkam, aux exploitants forestiers. Ces derniers sont accusés d'exploitation abusive et du non-respect des termes de contrat qui inclut la réfection des routes et l'approvisionnement en eau potable, entre autres. Jacquino Molon et Gladys Sidier. Reportage. Ambiance surchauffée dans la localité de Dibong, département du Nkam, arrondissement de Yabassi. À l'origine de la rixe, l'exploitation abusive des forêts. Je ne plains pas le temps, peut-être vous ne me connaissez pas, je suis chef de la casquette, c'est qui me sauve. Selon les plaignants, les terres ont été attribuées à la société SIP depuis 4 ans pour exploitation, avec en contrepartie la mise sur pied de plusieurs projets sociaux qui n'ont jamais vu le jour. Le cahier des charges des écoles, faire des points d'eau, payer la relevance forestière et respecter même l'abattage. Respecter parce qu'ils sont en train d'aller hors assiette de coupe. L'État leur donne une assiette de coupe par an, mais ils sortent de là, hors de leur assiette de coupe pour aller voler le bois à gauche et à droite. Donc nous, la population, nous ne voulons plus ces gens. Le propriétaire légal de l'espace Querelé, pris à partie par les populations furieuses, se dédouane. Mon nom c'est M. Enoumedi Noajos Sédar, propriétaire légal de l'UFA numéro 07003. J'ai eu des informations venant des autorités ici qui ne sont même pas dans l'assiette qu'on leur a donnée. J'ai fait faire un contrôle par un ingénieur des eaux et forêts avec les points GPS qui démontrent la même chose. Donc les populations s'en prennent à moi en se disant que moi je gagne de l'argent. Je les ai sommés par voie d'huissier d'arrêter de travailler pour qu'on vienne faire l'état des lieux. Les exploitants forestiers de leur côté disent avoir régulièrement versé depuis 4 ans au sieur Enoumedi une somme conséquente telle que stipulée dans le contrat. Monsieur Enoumedi a signé un contrat de traitance avec les établissements SIP. Les deux parties ont convenu que la SIP devait verser 1000 francs le mètre cube de bois grume vendu. Il n'est pas dans ses droits parce qu'à nos jours, nous avons versé plus de 150 millions à M. Enoumedi qui représente plus qu'il ne devait percevoir. Nous avons déposé notre plainte au niveau du tribunal. L'affaire portée en justice, les populations de Dibong devront donc prendre leur mal en patience. C'est l'échec du plan d'urgence pour la construction des hôpitaux régionaux dans les capitales régionales du Cameroun. À Maroua, le projet de construction d'un hôpital régional piétine. Pourtant, cela fait 2 ans que les travaux ont été lancés. Aujourd'hui, 93% des délais impartis sont déjà consommés. Et à la surprise générale, l'entreprise prestataire sollicite 8 mois supplémentaires pour réaliser ce chantier. C'est le constat que font Amadou Daïrou et Flavien Valondongo dans ce reportage. Les travaux de construction de l'hôtel de référence de Maroua dans la région de l'extrême nord évoluent à pas de tortue. C'est un projet qui a démarré difficilement, notamment avec le sol que nous connaissons, qui est le Caral. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette phase difficile est terminée. Si la première phase est achevée, alors que le délai accordé à ces travaux est consommé à plus de 93%,
L'on note que les pluies qui s'abattent dans cette partie du pays ont contribué à ralentir les travaux. Le patron de la santé publique au Cameroun, durant sa visite dans l'extrême nord, a instruit l'entrepreneur de recruter d'autres ouvriers pour faire avancer le chantier. Parce que 125 personnes, ce n'est pas suffisant pour un tel chantier. Il faut au moins 200 à 250. L'entreprise va mettre donc le paquet et faire à ce que cet hôpital qui est attendu par toutes les populations du nord, de l'extrême nord, puisse sortir. Les populations vont encore attendre, puisque l'entrepreneur, rattrapé par le temps, a demandé une rallonge de 8 mois dans le délai qui lui a été accordé pour un chantier évalué à 9 milliards de francs CFA. À la suite de cette visite de travail, André Mamafouda a procédé à la remise d'une pirogue à moteur au chef de centre de santé de Maga. L'appareil en question permettra de sillonner les coins difficiles d'accès inondés par les eaux afin de rester en alerte dans une localité voisine au Nigeria qui fait face à l'épidémie de choléra. Ce n'est pas fait pour aller à la pêche, c'est fait pour porter les patients. Donc sur le plan sanitaire, la région compte 31 districts de santé, les 30 sont fonctionnels à ce jour. La rencontre stratégique entre le personnel de santé et le ministre rentre dans le cadre des stratégies de surveillance avancées. La contrefaçon et la contrebande prennent de l'ampleur dans certaines localités du Cameroun. Les autorités qui ont fait détruire des produits périmés et contrefaits dans le département du Mbam et Kim. Des précisions dans ce reportage de Charles Melingui et Ike Cyril. C'est un véritable coup de filet que viennent de réussir les autorités de la ville de Ntui dans le département du Mbam et Kim. Un important stock de produits périmés, saisis et détruits, l'opération vise à assainir le marché et assurer la santé des populations. Il ne faudrait pas que les produits avariés soient destinés à la consommation des populations. Ce sont donc là des produits que nous avons trouvés en circulation sur le marché qui ont été saisis et voués à la destruction dans le cadre de la commission que nous présidons. Les stocks détruits sont de divers ordres. Des produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des produits laitiers, des huiles impropres à la consommation. Quand ils ne sont pas issus de la contrefaçon, la date de péremption pour la plupart est largement dépassée. En somme, il s'agit d'un grand danger pour la santé des populations. Nous mettons hors d'usage les produits périmés parce qu'il faut protéger le consommateur. Et c'est dans ce sens que les produits qui ont été ici listés et détruits obéissent effectivement à cette logique. Donc à travers les contrôles, évidemment, nous sortons les produits et nous les détruisons. Les produits détruits sont estimés à plusieurs millions de francs CFA. Pour cette opération coup de poing, le préfet du département du Mbam et Kim est accompagné par le procureur de la République près le tribunal de Ntui. C'est dire qu'une suite judiciaire est également donnée à cette affaire. Les pénalités ont été infligées, qui sont payées, et il nous incombait maintenant le devoir de détruire, de nous assurer que c'est détruit dans le cadre justement de la commission. La saisie et la destruction des produits avariés dans les marchés de Ntui intervient à quelques jours de la campagne cacaoyère qui sera lancée à Essanja dans l'arrondissement de Yoko. Le préfet du département du Mbam et Kim a présidé dans la salle des actes de la commune de Ntui une réunion préparatoire à ce lancement. L'ancien chancelier de l'université de Yaoundé 1, le professeur Joël Moulin, est décédé des suites de maladie à l'âge de 82 ans. Il était reconnu au sein de la communauté scientifique internationale pour ses travaux sur les applications mathématiques comme outil d'aide à la compréhension et l'interprétation des sciences sociales. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de la haute administration publique au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Noufele, Paul-Éric Kinguet, directeur de campagne de Maurice Kamto.
après avoir été présenté comme tête d'affiche de la coalition structurée autour du candidat du MRC à l'élection présidentielle. La nouvelle est tombée en début de soirée. Ce lundi, c'est lui qui va déployer la stratégie du candidat du MRC durant ces 2 semaines de campagne électorale avant le jour décisif, à savoir le 7 octobre 2018. Une autre tête qui rejoint Maurice Kamto, c'est Albert Zongan de la Dynamique. Également président de la Dynamique et d'autres organisations de la société civile, selon les propos de Maurice Kamto, des formations politiques, du moins des militants de l'UPC, a-t-il fait savoir, qui soutiennent sa candidature à cette élection présidentielle. Leur poids politique a été présenté, leur capacité d'influencer le jeu politique durant les 2 semaines de campagne électorale. D'autres candidats, eux aussi, qui ont présenté des soutiens qui leur sont accordés depuis quelques jours dans la perspective de remporter l'élection présidentielle. Voilà, vous avez compris, madame, monsieur, la coalition autour de Maurice Kamto, c'est l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric Noufélé. Bonne soirée à vous, Serge Alain.